Maintenant, le tour de Crayon approche. Il va falloir qu'il se passe. La reine, oh la reine. Que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre? Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Crayon et tous ceux qui l'entourent entendent des bruits qui sortent du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Crayon et lui, qui sait déjà avant tous les autres, lui qui a deviné le premier, hurle cela comme un fou. Enlevez les pierres! Enlevez les pierres! Les esclaves se jettent sur les blocs entassés, et parmi eux, le roi suant, dont les mains saignent. Les blocs bougent enfin, et le plus mince se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond du trou, pendu au fil de sa ceinture, des fils bleus, des fils verts, des fils rouges qui lui font comme un collier d'enfant, et Aimon, à genoux, qui la tient dans ses bras et gémit, le visage enflé dans sa robe. Les blocs bougent encore, et Crayon peut enfin descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre, au fond du trou. Il essaie de relever Aimon, il le supplie. Aimon ne l'entend pas. Et tout à coup, il se dresse, le regard noir, et il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père, une minute, et soudain, il lui crache au visage et tire son épée. Crayon un maudit hors de portée. Alors Aimon regarde son père avec ses deux enfants, et Crayon ne peut éviter ce regard comme la lame. Aimon regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne, et, sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre et s'allonge contre Antigone, le passant dans son immense main. Je les ai fait coucher, l'un près de l'autre. Ils se sont lavés et reposés. Seulement un peu pâles, mais si calmes. On dirait deux amants, le lendemain de leur première nuit. Ils en ont fini. À toi, Crayon. Il te reste encore quelque chose à apprendre. Eurydice, la reine, la femme. Une bonne femme. Parlons toujours de ses tricots. Ces éternels tricots pour les pauvres. C'est étrange comme les pauvres ont besoin de tricots. On dirait qu'ils n'ont besoin que de ça. Les pauvres de Thèbes auront bien froid cet hiver. En apprenant la mort de son fils, la reine a posé ses aiguilles, sagement, après avoir terminé son rang, posément, comme tout ce qu'elle fait. Et puis, elle est passée dans sa chambre à l'odeur de lavande et aux napperons brodés et aux cadres de peluche. Elle était tendue maintenant, sur un des petits lits jumeaux, où tu l'as vu jeter un soir, et avec le même sourire, à peine un peu plus triste. S'il n'y avait pas cette large tache rouge autour de son cou, on pourrait croire qu'elle dort. Elle aussi. Ils dorment tous. C'est bien, la journée a été rude. Tu es seule maintenant, Crayon. Tout seul, oui. Je vais te dire à toi, ils ne savent pas les autres. On est là, ils disent que c'est une sale besogne. Mais si on ne le fait pas, qui le fera? Je ne sais pas, monsieur. Bien sûr que tu ne sais pas. Ce qu'il nous faudrait, c'est ne jamais savoir. On te parle d'être grand. Oh oui, monsieur. Tu es fou, petit. Il ne faudrait jamais devenir grand. 5 heures. Qu'avons-nous aujourd'hui à 5 heures? Conseil, monsieur. Bien, si nous avons conseil. Donner. Voilà. Sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles. Mais maintenant, c'est fini. Et ils sont tout de même bien tranquilles. Ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose, et ceux qui croyaient le contraire, même ceux qui ne croyaient rien, et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans rien y comprendre. Morts, pareil, tous, bien faibles, bien inutiles, bien fous. Voilà, maintenant, la vie va commencer à oublier et à confondre leur monde. C'est fini.
Antigone est calmée. Nous ne saurons jamais de quelle fièvre. Son devoir lui est rendu. Un grand apaisement triste tombe sur Thèbes et sur le palais vide où Créon va commencer à attendre la mort. Il ne reste plus que les gardes. Eux, tout ça, cela leur égale. Ce n'est pas leur rôle. Il continue à jouer au plat. Il continue à jouer au piano. remercier
Froisseux qui nous a beaucoup aidés, surtout dans le financement, et aussi beaucoup aidé quand même, et le lycée Chateaubriand pour la salle et ses encouragements. Donc on peut les applaudir. Sans oublier Ronan qui a fait la lumière que vous pouvez voir derrière vous. Une amie qui nous a aidés durant cette répétition et qui est partie, je ne sais pas où. Je remercie ma sœur Sistine qui m'a aidé à faire les super affiches que j'ai écrites. Juste un petit mot, c'était donc le club théâtre du lycée Chateaubriand. Alors l'année prochaine, on repartira sûrement plutôt sur de l'improvisation. C'est un club assez sympa comme vous pouvez le voir. Et donc merci vraiment à tout le monde qui a vraiment